Bonjour à tous, c'est moi Romaine. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous présenter mon livre. Alors pourquoi ce livre? Eh bien parce que mes trois enfants sont partis et je me suis retrouvée toute seule à analyser un petit peu ma vie, à analyser mon trajet, mon parcours avec eux. Et je me suis posé un certain nombre de questions, d'ailleurs que j'ai posées à mes enfants également, hein. Et concernant l'éducation, ce qu'ils ont tiré de bon, ce qu'ils ont pensé qui faisait plus ou moins défaut. Bref, en fait, moi je me suis posé des questions sur mon rôle de femme et surtout, je dirais, sur mon rôle de mère. Donc, c'est un petit peu l'impulsion de ma grande fille qui m'a dit, mais maman, tu pourrais bien écrire un livre hein, pour résumer un petit peu ton histoire. Eh bien, je me suis décidée. Je me suis décidée pour un petit peu présenter mon désir d'être mère, comment je suis arrivée à avoir des enfants, et puis voilà. Ça a donné naissance à ce petit bébé, tout modestement. Hein. Le titre, Maman, le plus grand métier du monde. Alors, pourquoi ce titre? Certains diront que maman, ce n'est pas un métier. Ça n'a rien à voir avec un métier. Ils ont raison si on considère la chose sous un certain angle. En effet, la relation mère-enfant va faire que spontanément, on voudra protéger son enfant. Donc, on va faire des choix de décision dans ce sens. Mais pourquoi je maintiens quand même le terme de métier? Voyons un petit peu ce que nous dit la définition. Alors, métier, c'est une activité sociale exigeant un apprentissage, de la pratique, de l'habilité technique, menant à avoir de l'expérience. Quand on dit qu'on a 20 ans de métier, quand on dit qu'on a de l'expérience, ben voilà. Bien, tout ça, ça amène à une prise de responsabilité. Alors, à ce moment, de ce point de vue, pouvons-nous penser que la fonction de maman n'est pas un métier? Donc, maman, le plus grand métier du monde. Pourquoi grand? Il faut prendre le sens grand dans le sens remarquable, le sens noble, quelque chose d'exceptionnel. Maman, le plus grand métier du monde, le plus noble métier du monde. Que relate ce livre? Je vais tout simplement vous lire le résumé en verso. Une adolescente de 15 ans raconte son désir de devenir mère. Le temps passe. La vie lui offre 3 beaux enfants dont elle doit faire l'éducation. Cette mère retrace le cheminement qui a conduit ses enfants à l'âge adulte. Au fil de ce récit, le langage simple de cette jeune fille évolue, devient celui d'une mère qui fait le bilan de ses choix éducatifs. Elle fait part de leurs bienfaits, des difficultés rencontrées, de sa révolte et de sa foi en l'avenir. Cette jeune fille, cette mère, c'est moi. Je vous propose maintenant de découvrir quelques extraits du contenu. Tout d'abord, je vais quand même dédier ce livre à quelqu'un qui m'est très très cher, qui n'est plus là, mais enfin qui me voit quand même, j'en suis certaine. À Nounou, ma maman, sans qui je ne serais celle que je suis, sans qui mes enfants ne seraient ceux qu'ils sont. Je dis bien ceux en tant qu'entité, ceux qu'ils sont. Et puis je dédie ce livre à chaque maman. Merveilleux pont de vie entre le monde de l'impalpable et le monde des hommes. Je vous propose maintenant 3 extraits tirés de ce livre. Alors le premier est tiré du second chapitre. Je réfléchis sur l'éducation parentale. En général, nous projetons ce que nous voulons ou que nous aurions voulu que nos enfants soient. Cependant, même si nous cernons les valeurs que nous voulons leur donner, peu d'entre nous, voire très peu, prend le temps avant de l'aborder de conscientiser, de mettre en relation les notions
les valeurs et autres vertus qu'on veut leur inculquer avec la façon dont on doit s'y prendre. Les choses se déroulent en fonction des schémas parentaux, accrédités ou discrédités, des pressions extérieures familiales ou plus largement sociales, des histoires de chacun, des idéaux personnels. À mon sens, ces différents paramètres vont peser plus ou moins en fonction de la personnalité des ou du parent, puisque des fois il n'y en a qu'un seul, plus ou moins influençables, plus ou moins ancrés dans leurs propres convictions. Cela m'amène à penser que l'on ne peut reprocher à des parents de transmettre à leurs enfants l'éducation à laquelle ils croient. Il me semble illogique qu'ils aient des convictions et qu'ils soient en porte-à-faux avec ce qu'ils enseignent. Le fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je suis ou ce que je fais. Par contre, force est de constater que les conséquences des choix parentaux seront décisifs sur les individus de demain que deviendront ces enfants. Il faut alors admettre les incidences réversibles ou irréversibles. Ce que l'on peut alors remettre en cause, ce sont les bases du type d'éducation choisie, dans la mesure où elles ne permettront pas, ou très peu, à l'enfant, au futur adulte, d'avoir les armes indispensables à son épanouissement dans la société ou d'avoir des valeurs sûres. L'éducation des enfants dépendant donc des convictions parentales, il serait intéressant de développer une réflexion en amont avec les parents ou futurs parents en leur proposant l'observation d'individus adultes issus de tel ou tel type de modèle éducatif. Deuxième extrait du second chapitre. Ce sont les valeurs auxquelles nous aspirons tous plus ou moins, mais qui ont tellement perdu de terrain, qui ne sont plus que de simples mots auxquels on a retiré tout sens, des mots qui ne sont lus que comme de simples lettres attachées les unes aux autres. L'amour, la confiance en soi, la persévérance, le respect de soi, de l'autre et de ses convictions, de la vie, la dignité, le partage, l'humilité, l'empathie, et puis la propreté, la ponctualité, le rapport au matériel, et toute autre notion permettant de rendre la vie plus simple et de s'attacher aux vraies valeurs. Aujourd'hui, mes enfants sont tous adultes. Avec leur agrément, je définis les caractéristiques de l'éducation que je leur ai donnée. Mes choix éducatifs. Tout comme je ne crois en rien au bienfait d'un abus d'autorité, je réfute tout autant la permissivité. C'est implicitement que mes enfants ont trouvé, dans un cadre évolutif avec l'âge, les critères qui, à mon sens, ont permis leur construction. Dans ce cadre, des règles et des valeurs à respecter. Il m'a toujours semblé nécessaire d'expliquer le bien fondé de chacune d'elles. Le respect implique de comprendre leur importance, de savoir accepter l'autorité, donc de savoir obéir. Leur non-respect entraîne une discussion, chaque fois que nécessaire, sur les causes ayant poussé à les transgresser et la légitimité d'une éventuelle punition ou sanction. C'est l'occasion d'une part de développer la notion de responsabilité, d'autre part d'apprendre à réfléchir aux décisions à venir. Une certaine autonomie, augmentant avec l'âge, visant à préserver le sens critique, le pouvoir de discussion, la curiosité, le libre arbitre de mes enfants. C'est un véritable challenge à pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux grands axes. D'autant que chacune des valeurs à inculquer doit en bénéficier, en dépit des obstacles internes ou externes, des résistances intrinsèques ou extrinsèques. Et puis dans ce cadre, de l'amour, beaucoup d'amour, inconditionnel. Alors qu'est-ce pour lui dire?
L'éducation est basée sur le respect de règles dans un premier temps. Donc, il faut absolument accepter ces règles-là. Et pour les accepter, il faut les comprendre. Donc, lorsque l'enfant est dans un cadre éducatif, avec certaines limites, il est nécessaire de lui expliquer les règles qu'il doit respecter, de façon à ce qu'il les accepte, pour pouvoir plus tard réinvestir, parce que la vie est faite de règles. Donc il faut absolument qu'il soit capable d'accepter qu'il a ses limites, cet enfant-là. Ça, c'est une chose, mais cela ne signifie pas qu'il faille opprimer l'enfant. Donc il faut lui laisser la possibilité d'évoluer, de développer son sens critique, son autonomie et sa prise de décision. Et les deux vont de pair. Il faut absolument gérer les deux. Pour ça, il ne faut pas être un permissif, donner totale liberté à l'enfant où il n'a que ses règles à lui, mais de notre côté, il ne faut pas faire preuve d'un autoritarisme exagéré. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Troisième et dernier extrait tiré du 3e chapitre, la grande école de la vie. Parce qu'en fait, la plus grande école, elle est où? La plus grande base éducative, elle est où? Dans la vie. La grande école de la vie. À cette grande école, chacun est l'enseignant de chacun. Les parents, ceux des enfants. Les enfants, ceux des parents. Les grands des petits et les petits des grands. Les frères des sœurs, les sœurs des frères. Les professeurs des élèves et les élèves des professeurs. L'autochtone de l'étranger, l'étranger de l'autochtone. Le noir du blanc et le blanc du noir. Le riche pour le pauvre et le pauvre pour le riche. L'athée du croyant et le croyant de l'athée. Le chrétien du musulman, du bouddhiste et inversement. À la grande école de la vie, il y a beaucoup plus de pratique que de théorie. Elle nous propose d'éprouver nos décisions. Elle les valide ou pas. Elle nous propose des stages de plus ou moins longue durée. Elle teste nos capacités physiques ou mentales. Elle nous donne l'opportunité, plus souvent que nous le pensons, d'essayer, réessayer, gommer et réécrire, changer de cap ou le tenir. Dans son unique livre, elle nous propose plusieurs modules d'apprentissage interagissant très étroitement et dont la finalité est de faire de nous des personnes nobles, de grands hommes. Module 1. Persévérance, patience, courage, endurance, assiduité. Module 2. Responsabilité. Module 3. Partage, solidarité. Module 4. Rapport à l'autre, respect des convictions. Les outils dont nous disposons et que nous devons impérativement apprendre à utiliser, voire à intégrer et à maîtriser. La communication, l'humilité, l'empathie, le pardon, l'intelligence d'esprit et de cœur, l'honnêteté et enfin, bien évidemment, l'amour. La tâche va s'avérer plus ou moins aisée en fonction des personnalités et du vécu. Alors, pour résumer cet extrait, dans un premier temps, dans la grande école de la vie, chacun apprend de chacun. Chacun peut donner à chacun et chacun peut recevoir de chacun. C'est pourquoi il faut ouvrir son cœur, savoir écouter, rester humble et ne pas porter de jugement hâtif sur quiconque. Apprendre à le connaître, s'ouvrir. Voilà, je m'arrête là. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le contenu de ce livre qui est simple, mais je pense qu'il peut vous accrocher. Merci et à la prochaine.